Bonjour et bienvenue à cette troisième conférence. Découvrez les 9 étapes favorisant la guérison de l'être. Mon nom est Sylvain Bélanger et je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans et j'ai également écrit plusieurs ouvrages sur la thérapie intuitive. Lors des 2 premières conférences que je vous ai proposées, nous avons vu ce qu'était la pleine conscience intuitive, de quelle façon il était possible justement de voyager à l'intérieur de soi ou vers un partenaire, afin de favoriser cette pleine conscience intuitive, cette capacité que nous avons tous de nous harmoniser à notre essence fondamentale, de façon à ce que la transformation et l'éveil puissent s'actualiser en nous. Nous avions également vu lors de la deuxième conférence qu'il était possible d'identifier à travers les chakras certaines composantes psychologiques. C'est ce que j'appelais la typologie psycho-énergétique des chakras, c'est-à-dire que chacun de nous possédons 7 chakras et ces 7 chakras-là possèdent des caractéristiques psychologiques et j'ai tenté lors de cette conférence-là de vous présenter les principales composantes psychologiques que l'on retrouve chez l'être humain et de cette façon-là de pouvoir par le fait même, identifier pour vous-même ce qui était votre chakra dominant. Dans cette troisième conférence, je vais tenter maintenant de vous présenter les aspects plus thérapeutiques, je dirais, donc orienter plus l'aspect sur les soins, puisque la pleine conscience intuitive, le travail sur les chakras, implique inévitablement donc des actions thérapeutiques qui vont aider le processus de guérison de l'être à prendre forme. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter lors de cette conférence. Qu'est-ce que c'est que la guérison de l'être? Donc, à travers ma démarche de plus de 25 années, j'ai pu donc observer que dans les grands modèles de la santé, dans toutes les grandes traditions, on retrouve effectivement un idéal de la santé. Cet idéal de la santé, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité qu'un être humain aurait, par exemple, de pouvoir être en parfaite harmonie dans toutes les facettes de son être. Cette pleine harmonie que nous recherchons tous, en quelque sorte, consisterait à être en harmonie avec son corps physique, sa dimension énergétique, sa dimension psychologique, sa dimension spirituelle. Alors, en ayant cette harmonie-là pleine et entière à travers notre propre vie, nous pourrions à ce moment-là nommer cela une guérison de l'être, c'est-à-dire la guérison de toutes les composantes de la dimension humaine. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, de quelle façon que cette guérison de l'être peut prendre forme en chacun de nous. La première étape que j'aimerais vous présenter, c'est retrouver, en fin de compte, cette position verticale, c'est renouer contact avec notre essence fondamentale. Dans la pratique chamanique, il y a une technique à laquelle je vous ai souvent référé, je crois, dans les conférences précédentes, concernant la pratique de l'enracinement. La pratique de l'enracinement consiste justement à développer notre corps physique comme si nous étions une antenne énergétique capable de se syntoniser aux énergies telluriques de la Terre et aux énergies cosmiques du ciel. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Schumann, qui est un professeur, un Allemand, qui a mis en évidence que la Terre produisait un champ électromagnétique. Quand j'ai commencé dans ma pratique intuitive avec les enseignements de guérisseurs, on parlait d'une énergie terrestre, tellurique, qui est une énergie très maternelle, qui était très nourricière. À l'époque, il n'y avait pas vraiment encore eu beaucoup de recherches qui démontraient que la Terre produisait réellement un champ électromagnétique. Aujourd'hui, c'est maintenant relativement reconnu que la Terre produit un champ électromagnétique et on peut comprendre ici que dans la tradition chamanique, on avait compris cette réalité-là et on l'avait compris parce qu'on avait développé un sens plus subtil qui nous avait permis de constater que la Terre produisait cette énergie. Pour moi, grâce à l'imaginaire, il est possible de se syntoniser au champ électromagnétique de la Terre et finalement me permettre donc de bénéficier, d'amplifier à quelque part ma relation avec l'énergie tellurique de la Terre de façon à ce que cette énergie puisse se propager davantage dans mon corps. La pratique de l'enracinement, pour moi, est certainement une technique très simple, mais en même temps très importante dans la pratique intuitive, dans la pratique énergétique et dans l'idée, à quelque part, d'être bien dans son propre corps. Puisque quand on apprend justement à se syntoniser avec cette énergie tellurique de la Terre, on reconnaît qu'il est possible justement que cette énergie-là puisse se propager dans notre corps et que lorsqu'elle se propage dans notre corps, nous allons constater que notre corps va réagir à ce champ électromagnétique de la Terre, mettant en évidence des zones de friction, des zones de tension, des zones où l'énergie circule bien dans le corps, etc., etc.
Alors, c'est là qu'on commence à aborder évidemment tout ce qu'on appelle la pratique intuitive, puisque quand cette énergie tellurique de la Terre se propage dans ma jambe, par exemple, je vais donc constater que cette énergie tellurique de la Terre va donc avoir une action régularisatrice sur mon être et que, évidemment, si je suis attentif aux perceptions que j'ai dans ma jambe, je vais constater que ces actions-là vont entraîner des réactions, des images, des sensations et des mots qui vont m'amener progressivement à prendre conscience que le fait de m'enraciner avec l'énergie de la Terre provoque en moi des réactions qui vont m'amener donc tout doucement à faire un travail pour justement que cette énergie tellurique de la Terre circule de mieux en mieux dans mon être et que je puisse en bénéficier. Donc, la pratique de l'enracinement consiste justement à se relier à cette énergie tellurique de la Terre et à se relier à l'énergie du ciel, de façon à ce que ces deux énergies se rejoignent dans mon propre chakra du cœur, faisant en sorte que je deviens une antenne vibrante permettant à l'énergie de la Terre et du ciel de circuler en moi. Donc, la première étape, c'est cette fameuse relation avec cette énergie tellurique de la Terre dont je viens de vous parler. Et j'aimerais peut-être vous amener à l'idée que sans doute vous avez déjà expérimenté cela, de marcher par exemple à la rosée du matin. Marcher pieds nus idéalement à la rosée du matin. Souvent, ça veut donc dire la rosée du matin, c'est que le sol est mouillé. On marche pieds nus, donc les pieds se mouillent avec l'eau se retrouvant dans l'herbe et on va devenir donc plus conducteur. Et dans cette position de plus grande conductibilité, ben, on va se retrouver dans une position où mon corps, qui se retrouve avec un niveau d'acidité plus ou moins grand, il faut savoir que l'acidité, ce sont des charges positives, hein, ce sont des charges électriques positives qui se retrouvent dans mon corps. Et quand on est acide, on a envie, par exemple, quand on a fini une journée, on a envie d'aller se coucher. Et on a envie d'aller se coucher parce que notre corps nous dit, tu es devenu trop acide, va te coucher, on va faire un travail de nettoyage pour libérer l'acidité. Et quand cette libération sera effectuée, tu pourras te relever demain matin et tu seras en forme. C'est un peu l'idée générale de cela. Ça veut donc dire que tout être humain, nous avons une certaine quantité d'acidité dans notre corps et dans certains niveaux de perturbation, de santé, par exemple, cette acidité va moins facilement se libérer de notre être, de notre corps. Et marcher à la rosée du matin est une façon de favoriser ce nettoyage, cette libération de cette acidité-là, car il faut savoir que l'acidité, lorsqu'elle est très présente dans le corps humain, elle va créer un genre de gel dans le sang et qui va empêcher donc la circulation énergétique de pouvoir se faire adéquatement dans le corps. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on cherche à s'enraciner, bien évidemment, si on est très acide, on va avoir beaucoup de difficultés à le faire. Donc, c'est certain que la première chose que je vous inviterai à faire, si vous pouvez le faire, si la température le permet aussi, bien évidemment, c'est de vous promener à la rosée du matin, pieds nus, pendant environ une demi-heure. Si c'est possible pour vous, ce serait une façon déjà de vous préparer à vous enraciner, puisque ça voudrait dire que votre corps aura et donc été sera plus disponible pour recevoir l'énergie tellurique de la Terre. J'ai découvert cela parce qu'à un moment donné, je travaillais avec des gens qui étaient atteints de cancer et je constatais que ces personnes-là, beaucoup de personnes qui étaient atteintes de cette maladie-là, me disaient qu'ils ne parvenaient pas à s'enraciner. Et ça m'a questionné. J'ai commencé à faire des lectures intuitives sur eux, j'ai commencé à évaluer qu'est-ce qui se passait, pourquoi c'était comme ça. Et j'ai compris justement que lorsqu'on est malade, c'est souvent associé évidemment à des perturbations énergétiques et ce taux d'acidité-là peut devenir très, très important. Et l'acidité, comme il crée un genre de gel, c'est-à-dire que l'énergie est de moins en moins conductrice dans le corps, bien évidemment, la personne va avoir beaucoup plus de difficultés à s'enraciner. Donc, ça m'a amené évidemment donc, à proposer aux personnes, évidemment, donc de soit marcher à la rosée du matin, dans la mesure du possible, quand il fait chaud, évidemment, mais aussi, il était possible également de se brancher à une prise de terre avec des produits de cuivre. Moi, j'ai des produits de cuivre. J'avais écrit un livre qui s'appelait Une santé de cuivre, qui proposait l'utilisation de produits afin de favoriser une meilleure conductibilité dans notre corps. Donc, ce sont des bandes de cuivre que l'on met sur ses poignets, ses chevilles, sur sa taille, etc., et qui augmentaient la conductibilité du corps. Et il était possible d'avoir un grand genre de tricot, et que de ce tricot-là, bien évidemment, on pouvait s'entourer de ce tricot-là sur soi, et ensuite on le branchait à la prise de terre, et à travers cette relation avec la prise de terre, ben, on avait le même phénomène que la rosée du matin, c'est-à-dire que la prise de terre était la relation avec le sol, hein, parce que la prise de terre, c'est une connexion qu'on a dans les maisons qui nous relie à la terre. Et quand, par exemple, une éclair nous tombe sur la maison, cet éclair-là ne va pas rester dans la maison parce que justement, la prise de terre va prendre cet éclair-là et va l'amener vers le sol.
il va donc, c'est ça, c'est un peu l'idée d'une prise de terre, l'utilité d'un point de vue très terrestre de la prise de terre. Et quand on a bien compris le rôle de cette prise de terre-là, on comprend évidemment que si on se branche à la prise de terre, ben, ce qu'on fait, c'est comme si on se reliait au sol. On se reliait donc à la planète Terre et de cette façon-là, évidemment, on va bénéficier donc d'une décharge de nos protons, de nos charges positives dans notre corps et évidemment un retour d'ions négatifs qui va nous amener donc à retrouver une plus grande liquidité dans notre sang et il va donc à une meilleure conductibilité dans notre corps qui va en résulter, qui va donc nous mettre dans une position beaucoup plus favorable à pouvoir expérimenter un enracinement efficace. Alors évidemment, donc cette pratique de l'enracinement, alors là, je vous faisais un petit aparté pour mettre en évidence que avant que la tradition chamanique nous a apprise des choses sur la pratique de l'enracinement, moi je vais vous apporter ces éléments-là que je viens de vous apporter, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la tradition chamanique, mais qui sont quand même fondamentales. Il y a d'ailleurs un livre, pour ceux que ça intéresserait, qui s'appelle Connectez-vous à la Terre, qui est un livre qui présente justement l'intérêt de se connecter avec la prise de terre. On a mis en évidence, entre autres, que les problèmes inflammatoires étaient fortement réduits grâce à un travail avec la prise de terre où on se connectait régulièrement avec la prise de terre. Ils ont développé des produits. Comme je disais tantôt, le tricot de cuivre dont je vous parlais tout à l'heure pourrait très bien faire l'affaire. Vous pourriez évidemment très bien vous promener à la rosée du matin. C'est ce qui est le plus économique, je vous dirais. Et évidemment, il y a des appareils, des produits dont il est question dans ce livre-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi y jeter un coup d'œil. Mais l'idée de cela, c'était de bien mettre en évidence que cette relation avec l'énergie de la Terre avait donc vraiment une action thérapeutique et que les chamans avaient sans doute compris tout cela sans le nommer comme tel. Alors à l'époque, évidemment, la relation avec le sol était beaucoup plus fréquente, beaucoup plus naturelle. On n'avait pas de surface cimentée comme on en a aujourd'hui. On ne vivait pas dans des villes aussi importantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, inévitablement, toute cette relation avec l'énergie de la Terre était beaucoup plus naturelle, je dirais. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut donc faire un effort quelquefois pour accéder à la Terre comme telle. Donc, accéder à la Terre, ça veut dire se déplacer, aller à un parc, par exemple, pour toucher le sol véritablement, etc., etc. Donc, la pratique de l'enracinement, évidemment, n'implique pas tout ce que je viens de vous dire, mais je voulais vous parler de tout cela pour mettre en évidence que la pratique de l'enracinement a donc une réalité. Dans ce que je viens de vous dire, c'est une réalité qui peut être vraiment bénéfique pour vous. Si vous marchez à la rosée du matin, ça va être un apport supplémentaire, je dirais, pour effectuer une pratique de l'enracinement. Donc, l'enracinement va consister à créer des racines sur la plante de nos pieds et on va descendre ces racines-là dans le sol. On va se syntoniser avec l'énergie tellurique de la Terre et on va faire remonter l'énergie tellurique de la Terre dans notre corps et on va accompagner le mouvement. On va le faire d'une façon consciente où on va bien ressentir, bien voir et bien entendre de quelle façon l'énergie de la Terre circule dans mon pied, de quelle façon qu'elle circule dans mes chevilles, et ainsi de suite. Ça veut donc dire que je vais accompagner le mouvement de façon à ce que quand j'aurai fini mon enracinement, c'est-à-dire que quand j'aurai terminé de faire monter l'énergie tellurique de la Terre de mes pieds jusqu'à mon cœur, je vais pouvoir dire, OK, j'ai senti que dans telle région, il y avait une difficulté à faire circuler l'énergie, dans telle autre, il y avait un vide, dans telle autre, il y avait un surplus, etc., etc. Donc, je vais parvenir déjà à avoir une vision de comment j'ai reçu cette énergie tellurique de la Terre. C'est intéressant de pouvoir arriver à identifier justement cette réceptivité que j'ai face à l'énergie de la Terre, puisque ça va m'enseigner par la suite, évidemment, à être à l'écoute de moi et de pouvoir vraiment observer si je suis capable d'améliorer cette relation que j'ai avec l'énergie de la Terre en pratiquant régulièrement la pratique de l'enracinement. Bien évidemment, je vous rappelle que vous avez accès au module 1 de la formation personnelle en décodage intuitif et autoguérison en vous inscrivant gratuitement sur le site Développement Conscience. Donc, il est possible pour vous de pouvoir bénéficier de leçons qui vont vous enseigner comment pratiquer l'enracinement si vous ne le savez pas. Ce qui est intéressant, c'est que je vous en propose deux, une version courte et une version longue. Même si la version courte est assez longue, 15 à 20 minutes, il me semble, vous avez une version plus longue qui est à peu près une trentaine de minutes. Alors, ça vous permet vraiment de prendre le temps de bien expérimenter la pratique de l'enracinement, de bien ressentir la présence de l'énergie de la Terre, de façon à ce qu'elle puisse remonter jusqu'au chakra du cœur. L'intérêt de cette relation avec l'énergie de la Terre, c'est qu'elle nous permet de bien ressentir nos deux pieds sur le sol, nous permettant de laisser des traces dans le sol, nous permettant de nous incarner véritablement. L'énergie de la Terre va circuler dans nos jambes. Elle va nous permettre de nous tenir debout, de nous assumer dans l'expression de ce que nous sommes. L'énergie de la Terre va ensuite se propager dans notre chakra racine, nous permettant d'accueillir nos besoins de sécurité.
Elle va nous reconnaître également ce désir que nous avons d'exprimer nos besoins émotionnels par le biais du chakra sacré. Elle va ensuite remonter au niveau du plexus solaire, nous permettant d'assumer notre force, notre puissance. Elle va ensuite remonter jusqu'au chakra du cœur, nous permettant d'accueillir, de reconnaître ce que nous sommes, dans l'amour de soi. Dans l'amour de soi, cela signifie quoi? Ça veut donc dire que je suis capable de m'accepter tel que je suis. Cette étape d'acceptation où je reconnais que je suis ce que je suis et que j'ai envie, à partir du moment que je reconnais qui je suis, de partager ce que je suis avec mon entourage, c'est l'étape de ce qu'on appelle l'étape adulte. Dans la tradition chamanique, on avait reconnu qu'un être humain atteignait un état adulte lorsqu'il parvenait à développer ce quatrième chakra. C'est-à-dire qu'il parvenait à reconnaître qu'il pouvait se tenir debout, laisser des traces sur le sol, reconnaître ses besoins de sécurité, reconnaître ses besoins affectifs, reconnaître son désir de s'affirmer, et évidemment, à travers cela, accepter ce qu'il était et de s'aimer, et que par cet amour-là, il allait pouvoir justement parvenir à, évidemment, tendre la main vers la communauté, vers les autres êtres humains, pour pouvoir justement collaborer avec chacun d'entre eux. Alors, vous comprendrez ici que cette première étape de l'enracinement est une étape fondamentale. C'est l'étape dans laquelle je me reconnais comme un adulte qui s'aime et parce qu'il s'aime, il a envie de tendre la main vers d'autres êtres humains pour pouvoir collaborer. Alors, quand on est dans cette étape-là, on est vraiment dans l'étape de la phase adulte, et cette phase adulte-là nous permet de vraiment bien ressentir, de bien voir, de bien entendre l'énergie tellurique dans notre corps, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir justement se syntoniser avec l'énergie du ciel de façon à ce qu'on puisse percevoir, qu'on puisse se relier donc à l'énergie solaire, à l'énergie des étoiles, des planètes, et qu'on puisse recevoir cette énergie-là. Alors évidemment, dans la pratique chamanique, il y a plusieurs années, quand on me parlait de cette énergie cosmique, de cette énergie du soleil qui venait vers soi, évidemment, il y avait quelque chose un petit peu d'ésotérique. On pouvait concevoir des données que oui, le soleil, il y a de l'énergie, bien sûr, mais ça restait quand même un peu ésotérique. Il faut savoir que le physicien Pop a mis en évidence, d'une façon scientifique, que le soleil produisait des photons, donc de la lumière, ce qui n'est pas très étonnant, vous allez me dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu démontrer que les cellules de mon corps pouvaient absorber cette lumière et la réémettre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous pouvons justement recevoir cette énergie du soleil, absorber ça dans nos cellules et réémettre une certaine lumière. Et ce monsieur-là avait donc mis en évidence un appareil, a développé un appareil qui permettait de mesurer la quantité biolumineuse de ce champ énergétique-là qui rayonnait du corps physique. Alors, vous l'avez compris, ce physicien-là était convaincu d'avoir démontré scientifiquement que l'aura existait grâce à cette découverte qu'il avait faite. C'est assez formidable comme découverte et je pense que c'est important donc de pouvoir la partager avec vous puisqu'encore une fois, cela met en évidence que dans la tradition chamanique, on n'avait pas tout compris cela. On n'était pas des scientifiques, on était des expérimentateurs, mais on avait compris à travers nos sens que le soleil émettait une certaine énergie, tout comme les planètes et les étoiles, et qu'il était possible, encore une fois, par notre imaginaire, de se syntoniser aux énergies électromagnétiques que le soleil produisait pour faire en sorte qu'elles puissent se manifester vers soi et que nous puissions ressentir, voir et entendre cette lumière descendre au niveau du sommet de la tête et qu'elle puisse donc justement ouvrir notre conscience à une lumière encore plus importante qu'elle est se manifester dans notre corps et dans toutes les cellules de notre corps. C'est là qu'on parle d'une antenne, c'est-à-dire que plus je deviens conscient que j'ai un impact sur ma capacité à recevoir l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel, plus je deviens une antenne et cette antenne va vibrer véritablement dans toutes les cellules de son corps. Et si je suis capable de faire vibrer cette énergie dans tout mon corps, je suis une antenne et plus cette antenne vibre de partout, bien plus je suis quelqu'un qui a une véritable position verticale. C'est-à-dire que je suis capable de me syntoniser à l'énergie de la Terre qui me donne la permission de vraiment me tenir debout et d'assumer, de m'aimer dans ma grandeur. Et évidemment, cette énergie du ciel qui va se manifester à moi va me permettre d'être grand, va me permettre d'être dans ma grandeur complète et totale. Vous comprendrez ici que cette pratique de l'enracinement qui est toute simple, met en évidence quelque chose de très grand. C'est-à-dire qu'elle me permet à chaque jour de me revérifier à quelque part ma connexion. Est-ce que mon antenne est bien connectée à la Terre? Est-ce qu'elle est bien connectée au ciel? Est-ce que je suis dans une position favorable pour me sentir guidé tout au long de ma journée? Donc, la pratique de l'enracinement est vraiment une belle technique qui est très importante et je pense que lorsqu'on veut entreprendre une démarche de guérison de soi, à tous les niveaux, quel qu'il soit, la pratique de l'enracinement va simplement nous permettre d'être dans une position d'alignement qui va faire qu'on va être capable de reconnaître que l'énergie de la Terre va nous supporter en tant qu'être humain, dans l'amour de soi, et que cette énergie du ciel va nous donner l'opportunité de sentir notre potentiel d'évolution, de cheminement visant la réalisation de notre être profond.
Et on va commencer à reconnaître justement, avoir des intuitions, des perceptions, on va comprendre des choses que l'on ne comprenait pas autrement, qui va nous guider justement vers le bon chemin, le chemin qui nous convient pour parvenir à cette réalisation de l'être que nous avons, que nous sommes. Alors, c'est là que vous voyez que cette simple pratique d'enracinement est une technique fort importante et c'est pour moi la première étape du processus visant la guérison de l'être, puisque ça me met dans une position où je comprends que chaque jour, je peux pratiquer l'enracinement et qu'à chacune de ces journées, je me donne l'opportunité de vraiment travailler sur cette antenne qui est mon être, qui va me permettre donc d'amplifier, en fin de compte, ma capacité à devenir pleinement conscient intuitivement de mon être et à être capable justement de pouvoir m'ajuster à chaque jour selon ce que je perçois, selon ce que je ressens, ce que je vois et ce que j'entends. Donc la pratique d'enracinement, une technique fort importante que je vais vous inviter évidemment à expérimenter au moins pendant 7 jours, idéalement, pour voir ce que ça vous fait comme pratique de l'enracinement. Et vous n'avez pas de raison pour ne pas pouvoir le faire, puisque le module 1 de la formation qui vous est proposé gratuitement va vous permettre de l'expérimenter dans une version plus longue, une version plus courte. Donc, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à le pratiquer pendant au moins 7 reprises. Je pense que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant pour vous et vous pourrez évidemment me revenir là-dessus, me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez expérimenté à travers cette pratique-là. Donc, la deuxième étape pour le processus de guérison, c'est simplement se connaître. Alors, évidemment, vous l'avez compris, dans les conférences précédentes, je vous ai donné, comme dans la deuxième conférence, des notions de typologie autour des chakras qui vous permettaient déjà de mieux vous connaître et de mieux comprendre où est-ce que vous aviez des dominances, où est-ce qu'il y avait des manques, etc. Donc, vous avez peut-être déjà pu avoir un genre de cartographie, je dirais, de la structure de vos chakras simplement par la connaissance de cette typologie-là. Vous avez vu lors de la première conférence qu'il était possible de développer la pleine conscience intuitive qui nous permettait donc d'interagir avec notre propre corps pour constater que notre corps avait le souhait, le désir de communiquer avec nous par des images, des sensations et des mots. Et je vous avais expliqué que dans une position de témoin, justement grâce à la pratique de l'enracinement, on était capable donc d'observer objectivement les perceptions qui se manifestaient à nous et de pouvoir interagir avec elles afin qu'il y ait un genre de discussion, de communication qui puisse prendre forme. Et cela nous permettait justement donc de développer une connaissance de soi, parce que justement, ce n'est pas une connaissance intellectuelle que nous allions développer, mais davantage une connaissance de nos cellules qui allaient communiquer avec nous et nous informer justement de leurs besoins, de la raison d'être de certains déséquilibres, de certaines perturbations, et qu'il était possible, dans la pleine conscience intuitive, de développer une connaissance de soi qui était très large. On avait vu qu'il était possible de travailler sur l'aspect corporel, donc les organes, les systèmes, comprendre la santé, aller voir les chakras, donc la structure énergétique, l'aura, donc vraiment avoir une vision de ce qu'on pourrait appeler la santé énergétique. Mais il était possible également de constater que dans l'énergie vitale, dans la circulation d'énergie vitale, il pouvait y avoir donc une conscience psychologique qui se trouvait dedans et que par cette capacité à décoder, nous allions pouvoir arriver à comprendre justement les causes psychologiques, émotionnelles qui pouvaient être associées à des perturbations énergétiques. Donc ça, c'est un élément fort important que l'on avait vu dans la première conférence. Et évidemment, je vous le rappelle tout simplement aujourd'hui en vous rappelant effectivement que la connaissance de soi passe dans la démarche chamanique par une compréhension de la structure énergétique, bien évidemment, des organes et des systèmes, d'un point de vue énergétique, de comprendre les flux énergétiques qui sont en soi, mais aussi de comprendre les flux psychologiques qui animent cette circulation énergétique-là. Je crois que souvent, on néglige cet aspect-là parce qu'on met beaucoup l'emphase sur l'aspect énergétique, mais on néglige un peu l'aspect psychologique quelquefois. Et je pense que c'est important. Donc, en intégrant le décodage intuitif, on est capable de comprendre les liens très étroits qui existent entre l'énergétique et le psychologique. Souvent, dans ma pratique, j'ai observé qu'il y avait des approches qui devenaient très importantes dans le monde, qui avaient donc une vision de dire, ben voilà, tout se passe dans le corps, c'est-à-dire que tout est énergétique, tout est dans la matière. Et d'autres vont nous dire, donc tout est dans la tête, tout est psychologique, tout est émotionnel. Alors évidemment, pour moi, les deux sont très, très reliés et complémentaires. Et donc, pour moi, quand je vous dis se connaître, ben, ça implique évidemment connaître son corps, connaître évidemment sa personnalité, connaître sa psychologie, connaître la globalité de son être dans toutes les facettes de soi. Évidemment, on a parlé donc de se connaître dans l'aspect énergétique, dans l'aspect psychologique, évidemment, c'est connaître notre histoire personnelle, ce que nous avons vécu depuis que nous sommes nés sur Terre. Mais on pourrait aussi envisager que se connaître, ça peut impliquer les résonances ou les relations psychologiques ou émotionnelles que nous avons établies malgré nous, sans qu'on s'en rende compte, avec nos ancêtres.
C'est également aussi reconnaître évidemment nos relations, les résonances que nous vivons avec les mémoires d'autres vies, hein, qui existent depuis le début des temps, qui animent l'humanité entière au niveau de leur inconscient. Hein, c'est cette résonance que l'on a avec ces mémoires d'autres vies-là qui ont un impact sur nous aussi. Donc, de développer cette connaissance-là qui fait que justement, j'arrive, moi, en tant qu'être humain, à comprendre que je suis en étroite relation avec un univers psychologique, un univers mémoriel, qui m'empêche finalement d'être en totale harmonie avec qui je suis véritablement. Et que se connaître implique justement tout un travail de reconnaître, de comprendre ce que je suis vraiment par rapport à ce que ces énergies-là sont pour apprendre tout doucement à me réapproprier mon identité propre. Et c'est sûr que la pratique de l'enracinement, dans son expression idéale, pourrait-on dire, c'est ça son objectif. Hein, c'est de retrouver une position verticale dans laquelle je ne suis plus toujours en résonance avec l'extérieur. Je suis dans une position de verticalité où je me reconnais relié à la terre et au ciel et je suis donc à quelque part dans une position d'alignement avec mon être. Dès que je résonne avec l'extérieur, je suis en étroite résonance avec eux et ces résonances-là impliquent effectivement que pour qu'il y ait une résonance, il y a quelque chose en moi qui est éveillé par la présence de quelqu'un d'autre. Par exemple, la colère que je peux avoir en moi peut être éveillée par la présence de quelqu'un d'autre qui va stimuler cette colère-là. Donc ça, c'est un phénomène de résonance. Et cette résonance-là, évidemment, lorsqu'elle se manifeste, elle m'éloigne de ma verticalité. Donc la pratique de l'enracinement, la connaissance de soi sont certainement deux étapes importantes pour favoriser la guérison de l'être. Le troisième aspect dont je voulais vous parler, c'est se libérer du connu. Alors, se libérer du connu, ça fait référence à un ouvrage que j'avais beaucoup aimé de Krishnamurti, que si vous n'avez pas lu, que je vous invite à lire, qui est un tout petit livre, mais quand même très agréable à lire et qui est vraiment un beau livre de philosophie. Mais plus que ça, c'est un livre qui nous amène vraiment à reconnaître les programmations qui sont en soi et de quelle façon que, sans qu'on en soit trop conscient, on soit toujours finalement en train de se référer à notre histoire passée, à ce qu'on connaît finalement, pour éviter de faire face à l'inconnu, faire face à la liberté de regarder la vie dans un regard neuf. Alors, c'est un beau livre dans ce sens-là, si cela vous intéresse. Se libérer du connu, bien évidemment, pour moi, ça fait référence beaucoup à la déprogrammation, c'est-à-dire que lorsque je regarde mon être intérieur, je peux le regarder de diverses façons. Je peux le regarder d'une façon figée, c'est-à-dire je peux regarder mon être en me disant, je suis comme ça. Je suis timide, je suis colérique, je suis comme ça, et m'identifier en me disant, ben, je serai toujours comme ça, c'est comme ça, puis les choses ne bougent pas. Alors ça, évidemment, c'est une vision de moins en moins à la mode, je dirais, parce que justement, on reconnaît de plus en plus que c'est plus vrai ça, que cette espèce de notion figée n'existe plus véritablement, puisqu'on commence à reconnaître que tout est énergie. Et que tout est énergie, ça implique que tout est en mouvement. Et que si tout était en mouvement, ça veut donc dire quelque part que ce qui apparaissait figé n'est plus, c'est pas une réalité en fin de compte. Je voudrais faire simplement référence à ce qu'on disait des gènes il n'y a pas si longtemps. On était convaincu que les gènes étaient donc un bagage génétique, quelque chose de figé qu'on ne pouvait pas faire bouger véritablement. Et aujourd'hui, on commence vraiment à remettre en question complètement cette vision qu'on avait des gènes et de constater que les gènes, effectivement, peuvent donc se modifier par les croyances que l'on a, les pensées que l'on a, etc. C'est pas très étonnant tout ça, puisqu'on se rappelle que l'énergie est reliée donc à un phénomène de lumière, avec le soleil qui nous transmet de la lumière, les cellules absorbent la lumière et émettent de la lumière. Donc, si on parle de ce principe-là, évidemment, on comprend que les cellules sont donc influencées par la lumière et on comprend que la lumière, c'est l'énergie. Et comme je disais tout à l'heure, l'énergie, elle est animée par la conscience émotionnelle, la conscience psychologique qui est en nous. Et cette conscience-là, inévitablement, va donc avoir un impact sur la capacité que l'on a d'absorber cette lumière-là. Donc, on peut facilement concevoir qu'on puisse donc avoir une action sur les gènes par justement cette capacité que l'on a de se transformer et de s'ajuster à la lumière d'une façon plus harmonieuse. Et encore là, la pratique de l'enracinement, les pratiques intuitives et de déprogrammation peuvent avoir un impact là-dessus. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, donc de s'en souvenir et d'évidemment commencer à regarder de quelle façon que l'on pourrait commencer justement à effectuer un travail de déprogrammation. Alors, la déprogrammation est toute simple dans la pratique intuitive, mais évidemment, pour en devenir un maître, entre guillemets, ou maîtriser la technique, mais il faut évidemment la pratique, c'est essentiel. On peut pas... c'est de l'expérience dont il est question ici. Alors, expérimenter quelque chose, on peut toujours en parler très longtemps, mais expérimenter est toujours finalement la meilleure façon de pouvoir justement acquérir une connaissance. Et c'est comme ça que cette technique de déprogrammation va être la plus efficace et la plus intéressante à intégrer en soi.
Donc, la technique de déprogrammation consiste justement, c'est que dans le décodage intuitif, je peux me mettre en relation avec mon genou et mon genou peut effectivement je peux me mettre en relation avec des images, des sensations ou des mots que mon genou va me communiquer. Si je commence à prendre le temps d'échanger avec mon genou, je vais constater que mon genou peut communiquer avec moi, échanger, me manifester des informations sur la raison d'être de certaines perturbations, sur certains blocages, etc. Et je pourrais m'arrêter là en simplement constatant que je suis content parce que par intuition, j'ai pu comprendre la cause de mon problème dans mon genou. Par contre, j'ai rien réglé. C'est là que la déprogrammation devient intéressante. La déprogrammation nous amène à nous rappeler que dans l'instant présent, il est possible de changer quelque chose dans la perception que l'on a de notre genou. C'est-à-dire qu'on n'a pas à reconnaître que notre genou est figé dans le temps, dans sa perturbation. Il est possible de le modifier dans l'instant présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ma conscience, par le pouvoir de l'intention, par ma capacité à transmettre de l'énergie, par ma capacité à communiquer avec la région en question, je peux établir une relation de plus en plus harmonieuse avec elle et de lui donner tout ce dont elle a besoin, cette région-là, pour qu'elle puisse justement ne plus être dans sa souffrance, dans sa douleur, dans son inconfort, dans sa perturbation. Donc, c'est là que la déprogrammation consiste justement à donner à la région qui est présente ce qu'elle a besoin pour que tout doucement, il y ait une transformation qui puisse s'effectuer dans mon champ de perception de mon genou. Et plus j'arrive à faire cette transformation-là, plus je parviens justement à permettre à la région de mon corps de s'harmoniser à mon être et de pouvoir justement favoriser la guérison de l'être. Puisque la guérison de l'être, justement, c'est d'enlever les couches qui ne m'appartiennent plus, d'enlever les couches des résonances qui m'empêchent à quelque part d'être en harmonie avec moi, pour favoriser évidemment l'expression évolutive de mon être, la pleine conscience intuitive, dans laquelle je vais me sentir en totale harmonie avec la lumière solaire et l'énergie tellurique de la Terre, et que je vais pouvoir être une antenne qui va vibrer véritablement dans tout son diapason. Donc, vous comprendrez ici que se libérer du connu va consister justement donc à favoriser cette capacité que j'ai de constater que oui, je peux comprendre la cause, je peux connaître la cause, l'accueillir également, mais je peux également la libérer de sa programmation pour pouvoir justement accéder à une pleine lumière et cette pleine lumière-là, bien, qu'elle puisse se circuler dans mon être et que je puisse renouer contact avec un sentiment de bien-être dans mon être profond. Alors ça, c'est un peu se libérer du connu, qui était une étape qui est fort importante. L'étape qui suit, c'est s'auto-guérir. Alors, s'auto-guérir, ça veut dire évidemment utiliser des techniques de guérison. Alors, vous savez tous que les guérisseurs, évidemment, vont souvent utiliser l'imposition des mains. Alors, évidemment, ici, dans mon enseignement que je donne, il y a toujours une application vers soi et une application vers un partenaire. Donc, l'application vers soi est normale, c'est la première approche. J'apprends à le faire sur moi et après l'avoir fait sur moi, ben, je le fais sur quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal, c'est comme un sens commun. Et quand on y pense, c'est logique que j'apprenne à le faire sur moi pour comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite le faire sur quelqu'un d'autre. Donc, dans les techniques de guérison qui sont proposées pour se soigner et favoriser donc cette fameuse guérison de l'être, on apprend donc trois grandes techniques que moi je propose. C'est le transfert d'énergie, cette fameuse imposition des mains. Alors, quand je m'enracine, je me relie à la terre et au ciel, je ressens un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur. De mon cœur, je peux diriger de la lumière, mais je peux aussi diriger cette lumière-là dans mes mains. Et de mes mains, je peux ensuite la rediriger vers mon épaule, si je veux soigner mon épaule, ou je peux la diriger vers un partenaire, diriger mes mains sur son épaule, par exemple, pour faire un soin énergétique vers mon partenaire. Donc, vous comprendrez ici que faire un transfert d'énergie, faire une imposition des mains, c'est très, très, très simple. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a d'autres approches qui disent que la technique de transfert d'énergie, elle doit se faire de telle façon, telle autre façon, etc. Bien sûr, mais si on enlève tout le côté intellectuel de la chose, si on enlève tout le côté explication et qu'on nous ramène simplement à l'expérience du soin qui existe en chacun de nous et que nous possédons tous, puisque c'est instinctif, je dirais, cette capacité que nous avons de pouvoir effectuer un soin énergétique, ben quelque part, ça se résume, je m'aligne à l'énergie de la Terre, je m'aligne à l'énergie du ciel, je fais venir ces deux énergies-là dans mon cœur, et dans mon cœur, je dirige l'énergie vers mes mains, et de mes mains, je dirige l'énergie soit vers moi, soit vers mon partenaire. Et de cette façon-là, j'effectue un soin énergétique, un soin de guérison. Et on sait, la recherche scientifique l'a démontré hors de tout doute aussi, que les soins énergétiques avaient une action thérapeutique sur un individu d'une façon, le sens commun, on a défini effectivement que ça régularisait plusieurs fonctions biologiques dans le corps humain. Il y a malheureusement eu très, très peu de recherches scientifiques qui ont été effectuées sur la guérison, mais
on sait de toute façon, scientifiquement parlant, que l'effet de la guérison est réel et qu'il existe, mais il y a très peu de recherches qui ont été effectuées là-dessus. Et il faut savoir, bien évidemment, que d'une façon populaire, tout le monde le sait, que le soin énergétique va être efficace et va avoir une action thérapeutique, puisqu'évidemment, tout être humain va, même si à quelque part on a souvent tendance à attribuer ça à du charlatanisme, beaucoup de gens, en tous les cas, ont expérimenté déjà l'idée d'aller voir un guérisseur par curiosité ou par toutes sortes d'autres choses. Et vous avez tous vécu des choses différentes par rapport à ça. Des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, d'autres qui ont vécu des choses moins extraordinaires, mais en dehors, pas moins, que le soin énergétique est une réalité. Et que le soin énergétique, évidemment, est une très belle technique pour se soigner ou sous-soigner un partenaire. Évidemment, elle devient encore plus riche si on est capable de la combiner au décodage intuitif et à des programmations qui sont finalement les volets donc, que je vous ai présentés précédemment. Alors, si on est capable donc de faire un soin énergétique, la beauté de la chose lorsqu'on fait un soin énergétique, pour moi, c'est de reconnaître finalement que quand je fais un soin énergétique, que ce soit sur mon épaule, mais quand j'envoie de la lumière dans mon épaule, j'envoie de la lumière. Et si j'envoie de la lumière dans mon épaule, peut-être que si j'envoie de la lumière dans mon épaule, c'est que dans mon épaule, il y a peut-être une perturbation lumineuse, biolumineuse qui est présente. Les cellules de mon épaule ne sont peut-être pas à mesure de bien recevoir la lumière du soleil et de bien émettre de la lumière aussi. Il y a peut-être un phénomène, une difficulté, une perturbation qui se trouve dans cette région-là, qui va donc fatiguer le corps, qui va donc entraîner des perturbations. Et avec le temps, si je ne les vois pas, mon épaule va devenir de plus en plus perturbée et les fonctions biologiques vont devenir de moins en moins équilibrées. Et avec le temps, il est fort possible que des maladies puissent se développer. Donc, la beauté de la chose, c'est que grâce aux soins énergétiques, on peut rétablir des perturbations énergétiques qui pourraient devenir des problèmes de santé plus importants si on n'y voyait pas. Donc, ça sera déjà une chose importante à se rappeler, qu'on peut donc à tout moment, nous, par nos propres mains, diriger nos mains vers une région de notre corps pour se soigner, ce serait déjà très bien. On pourrait le faire sans se poser de questions, puis envoyer l'énergie en se disant ça va me faire du bien et on peut ressentir, voir et entendre ce qui se passe. Moi, ce que je propose en plus de ça, pour ceux qui en ont envie évidemment, c'est que le soin énergétique peut se combiner avec le décodage intuitif et la déprogrammation. Ça veut donc dire que si moi je mets de l'énergie sur mon épaule, ben, en mettant de la lumière sur mon épaule, je vais être attentif, moi, comment mon épaule reçoit l'énergie en question. C'est-à-dire comment mon épaule reçoit la lumière que je lui donne. Comme il y a des résistances dans mon épaule parce que j'ai des perturbations à cette région-là, je peux envisager que quand je vais mettre de la lumière dans mon épaule, il peut y avoir des réactions, des résistances qui peuvent se manifester. Un peu comme si mon épaule rejetait la lumière, rejetait l'énergie, parce qu'il y avait des blessures émotionnelles, des blessures énergétiques qui se trouvaient là, qui n'étaient pas en mesure de pouvoir accueillir pleinement la lumière. Donc, quand je commence à comprendre cela, je commence à me donner l'autorisation de pouvoir justement questionner, décrire les perceptions que j'ai au niveau visuel, auditif, sensitif, et ensuite de les questionner pour comprendre la raison d'être des réactions et des résistances qui sont présentes, de déprogrammer pour pouvoir justement libérer les programmations mémorielles qui sont dans la perturbation de mon épaule, puis ensuite, évidemment, favoriser un soin énergétique. Dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que quand on fait ça, le soin énergétique devient plus facile parce que le corps est moins en réaction, en moins en résistance. Il devient de plus en plus capable de recevoir de la lumière, de l'énergie, et que quand il fait ça, vous avez compris évidemment que l'épaule va se transformer, c'est-à-dire qu'elle va me transmettre des signaux différents qui vont m'informer justement de l'équilibre qui existe dans mon épaule. C'est-à-dire que plus mon épaule est équilibrée, plus effectivement mon épaule me transmet des informations qui m'indiquent quel est le chemin à suivre pour que mon épaule devienne de plus en plus alignée, de plus en plus équilibrée, de plus en plus harmonieuse. Alors, je vous inviterai évidemment donc à être attentif à ça si ça vous dit, de l'expérimenter. Alors, très simplement, vous pourriez l'expérimenter, puis encore là, me faire part de ce que vous avez vécu dans ce genre de petit exercice qui est tout simple, mais que vous pouvez justement assez facilement expérimenter. Il suffit simplement de l'essayer, en fait, puis de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais vous avez compris ici que s'auto-guérir, ça signifie justement, dans un premier temps, de prendre conscience que mes mains peuvent donc transmettre de l'énergie. Je peux donc le faire sur moi, je peux donc le faire sur un partenaire. Et dans les deux cas, ce que je vais chercher à faire, c'est d'observer comment l'énergie circule dans l'endroit où j'émets de la lumière ou de l'énergie envers moi ou vers mon partenaire. Et en ce moment-là, donc, de décrire ce que je vois, entends et ressens, de déprogrammer, de questionner ce qui est là pour comprendre la raison d'être, ensuite de déprogrammer pour modifier les perturbations que j'observe et ensuite de ramener de l'énergie pour favoriser donc une répartition énergétique plus harmonieuse dans la région concernée. Alors de cette façon-là, on arrive à faire un soin énergétique fort intéressant qui peut nous faire du bien, qui peut faire du bien à notre entourage également.
Alors évidemment, l'autre aspect qui est important dans l'auto-guérison, c'est qu'il est possible aussi, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, ceux qui ont déjà fait de l'énergétique, hein, c'est-à-dire que j'envoie de l'énergie à une personne et quelquefois, la région, le corps de la personne semble être congestionné, mais à un point tel que quand j'envoie la lumière, son corps me donne des informations comme quoi il y avait un surplus, comme s'il y avait plein d'énergie sombre qui était là, qu'il fallait que j'enlève. L'impression que j'ai, c'est qu'il faut que je les enlève, c'est comme un surplus. Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est ce que j'appelle, moi, l'utilisation de chirurgie, c'est la chirurgie énergétique, c'est-à-dire que je vais visualiser que mes mains vont finalement être capables de se prolonger dans la matière de mon partenaire ou de mon être à moi, et je vais imaginer que ces mains-là vont aller chercher ces congestions énergétiques-là, je vais les enlever et je vais ensuite les rejeter à la Terre. On sait que la Terre, c'est une masse d'ions négatifs, donc ces zones sombres qu'on enlève du corps, ce sont des masses d'acidité, en fin de compte, qu'il faut comprendre. Donc ces masses d'acidité sont renvoyées à la Terre, et la Terre va donc simplement transformer ces surcharges positives d'acidité dans la Terre, et elle va nous renvoyer des ions négatifs en échange. Donc, l'idée de la chirurgie énergétique, elle va être souvent utilisée pour justement enlever ces surplus énergétiques-là. Donc, on comprend ici que le transfert d'énergie, c'est envoyer de l'énergie. La chirurgie, c'est un jeu de l'esprit, un jeu imaginaire dans lequel on va visualiser que nos mains peuvent se prolonger prolonger énergétiquement parlant, et on peut donc ainsi pénétrer dans le corps physique, mon corps physique ou le corps d'un partenaire, pour pouvoir justement enlever des congestions, enlever des perturbations énergétiques qui se trouvent présentes dans le corps. Alors, pourquoi ces énergies de perturbation sont présentes? Mais il faut savoir que lorsqu'on prend beaucoup de médications allopathiques, on peut avoir ce genre de phénomène-là. C'est un peu normal, les médications vont exiger effectivement un travail plus important dans le corps. Donc, effectivement, si on en prend beaucoup, il peut y avoir cette somme de surcharge qui peut être présente. Si on a un besoin que notre corps est congestionné, surchargé lui-même, bien évidemment, et que le corps a la difficulté à éliminer les substances, par exemple par les reins, par le système digestif, on a la difficulté à éliminer adéquatement, bien évidemment, le corps va se congestionner, se surcharger aussi, donc c'est un petit peu normal. Dans des cas de pathologie, de désordre, de perturbation, c'est normal que dans une certaine région où il y a une perturbation importante qui est là, bien évidemment, le corps effectue beaucoup plus d'efforts pour fonctionner dans la région en question, et il va y avoir donc ces genres de congestions qui vont apparaître. Donc, on va les enlever. Et en les enlevant, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on va prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe. Quand j'enlève ces congestions-là, qu'est-ce qui apparaît dans mon corps ou dans le corps de mon partenaire. Donc, je vais prendre le temps de mettre de la lumière dessus, de décrire, questionner, déprogrammer de la même façon pour arriver justement à voir derrière cette perturbation, qu'est-ce qui se cache. Parce que plus j'équilibre le champ de mon partenaire ou mon champ à moi, plus je vais observer un potentiel évolutif. Le potentiel évolutif, c'est qu'à partir du moment où je ne suis plus cet état de perturbation-là, qu'est-ce que je suis? Je suis moi. Mais qu'est-ce quand je suis moi? À quoi je ressemble? Et c'est là que le travail de décodage intuitif devient si important parce qu'il nous permet justement de comprendre que derrière la notion thérapeutique d'une action de guérison, ben on va observer effectivement une action de vérité, ce que j'appelle. La vérité, c'est qui je suis véritablement et de quelle façon que je peux parvenir à favoriser cette guérison de l'être-là. Donc, la chirurgie va être utilisée aussi pour faire des opérations. Les opérations, c'est que, par exemple, évidemment, c'est un mot encore là, évidemment, euh, c'est une image. C'est-à-dire que si je vois le foie, par exemple, de mon partenaire, par exemple, que je vois congestionné, bien évidemment, pourquoi je dis qu'il est congestionné, c'est que je sais à quoi ressemble un foie réellement dans la matière physique. J'ai ouvert un livre d'anatomie-physiologie, par exemple. J'ai été voir à quoi il ressemblait. Et je vois un foie à quoi ça ressemble réellement dans ce livre d'anatomie-physiologie. Je vais ensuite porter ma perception du foie de mon partenaire dans ce que j'observe et je vais donc comparer. Et je vais donc pouvoir observer que le foie, par exemple, pourrait être 5 fois plus gros qu'il ne l'est à la normale. Évidemment, c'est pas un objectif, c'est pas objectif ce que je vois, c'est une perception. Mais cette perception-là me questionne. Je vais questionner pourquoi le foie est plus gros. Je vais lui demander des questions, je vais pouvoir interagir avec lui et je vais pouvoir déprogrammer aussi ce que je perçois pour chercher à régulariser, pour que le foie redevienne que j'ai une image du foie de mon partenaire qui soit le plus en harmonie avec la perception que j'ai dans une anatomie-physiologie, par exemple. Vous comprenez que de cette façon-là, la chirurgie énergétique, ça va être un peu comme des mains, des prolongements de mes mains physiques qui vont pouvoir, avec mes doigts énergétiques, faire une intervention plus fine dans la région en question pour justement faire un genre d'opération qui va faire que l'organe en question va pouvoir renouer contact avec une vitalité, un équilibre plus grand. Et évidemment, les techniques de décodage et de déprogrammation vont emmener encore plus cette notion d'équilibre à prendre forme. Et vous comprendrez évidemment qu'on va permettre à faire un soin encore plus intéressant, encore plus profond chez l'organe en question, que ce soit sur moi ou que ce soit sur un partenaire. La troisième technique d'auto-guérison que je propose, c'est la miniaturisation, c'est-à-dire que ça consiste justement à me miniaturiser
à être tellement petit, évidemment, que je puisse rentrer dans une veine, dans une artère, que je puisse aller dans des régions du corps de mon partenaire qui sont inaccessibles, mais je peux également aussi pénétrer, par exemple, dans le foie. Alors, dans la chirurgie énergétique, mon foie est celui-ci, ma main ici. Ma chirurgie énergétique me permet donc de pénétrer à l'intérieur du foie de cette façon-ci. La miniaturisation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me permettre, ça c'est mon foie, de pénétrer à l'intérieur de mon foie et de pouvoir porter un regard d'attention de l'intérieur. Donc, vous comprendrez ici que le regard que j'ai en étant dans la miniaturisation me permet de voir de l'intérieur vers l'extérieur, alors que quand je fais la chirurgie énergétique, je suis de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça me permet d'avoir deux points de vue de l'organe en question qui va enrichir ma perception et qui va me permettre donc d'avoir une action beaucoup plus profonde sur l'organe en question et une somme d'informations beaucoup plus riche qui va me permettre donc de faire un décodage des programmations et soins d'un organe qui va être encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder pour favoriser donc une auto-guérison énergétique ou une guérison énergétique donc d'un organe ou d'un système dans le champ énergétique, notre champ énergétique ou celui d'un partenaire. L'étape qui suit ensuite, c'était d'éveiller les 7 niveaux de conscience. Alors évidemment, quand on fait un travail de guérison, donc on amène, on libère de l'énergie, on permet justement à cet organe-là de renouer contact avec une certaine énergie qu'il va pouvoir justement distribuer ensuite dans les autres organes et évidemment avoir une action aussi sur les chakras. Alors, les chakras, il y en a 7. Alors, évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, oui, il y en a plus que 7 chakras. Je vous dirais que le plus important, pour faire une histoire très courte, c'est de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour moi, ces 7 chakras-là, on peut faire déjà énormément de choses avec les 7 chakras et que bien sûr qu'on pourrait en ajouter un tas d'autres, hein, mais pour moi, ces 7 chakras-là reposent sur une réalité terrestre. Ils sont en relation avec les glandes endocrines du corps humain et dans ce sens-là, moi, je ne ressens pas le besoin d'ajouter d'autres chakras puisque quelque part, ben, ma perception ne m'amène pas justement à vouloir vous justifier, vous présenter l'existence de d'autres chakras. Les 7 chakras m'apparaissent suffisants pour faire un travail très, très riche et très intéressant sur soi ou sur un partenaire. Alors, éveiller 7 niveaux de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire, évidemment, de reconnaître que chaque chakra est donc un niveau d'organisation énergétique. C'est-à-dire que dans mon développement en tant qu'être humain, chaque chakra sont des structures qui me permettent de vibrer à une certaine fréquence, à une certaine énergie. Et que plus je suis capable de reconnaître ces vibrations, ces énergies, à quelque part, dans chacun des chakras, plus j'augmente ma capacité justement à être un être pouvant avoir la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que si je suis capable de vibrer dans les 7 vibrations, les 7 fréquences des chakras, bien, je suis un être à part entière qui est complet. Qui est complet parce que justement, je suis un bâtisseur, hein, pour revenir à la conférence précédente, le bâtisseur qui me permet de me relier à la dimension terrestre, qui me permet justement d'être très conscient de la valeur matérielle des choses, de ma capacité justement à accumuler des biens, à être capable de me construire un univers terrestre qui va être un univers confortable, satisfaisant. Le communicateur va me permettre, lui, le deuxième chakra, de me mettre en relation avec ma capacité à me connaître et être capable d'avoir une communication vraie et authentique avec mon entourage et moi-même. Hein, c'est vraiment ça que le communicateur va permettre de faire. Le chakra solaire va me permettre justement de reconnaître ma volonté de m'affirmer, d'être un guerrier en quelque part, mais un guerrier qui ne va pas être nécessairement un être qui va vouloir détruire son entourage, mais qui va chercher justement à collaborer avec d'autres êtres humains en reconnaissant qu'il est, entre guillemets, par exemple, le patron, mais qu'il peut justement bien gérer les ressources qui sont autour de lui pour favoriser effectivement une structure très solide, très puissante, où une puissance importante va se manifester, mais dans le respect de chacun. Ça, c'est vraiment le guerrier équilibré dont je viens de vous parler. Puis évidemment, ensuite, le serviteur, qui est au niveau du chakra du cœur, qui va nous donner l'opportunité justement de nous aimer et d'aimer notre entourage et de favoriser une collaboration, un échange dans le respect de soi et des autres. Le chakra de la gorge va nous permettre effectivement de mettre en évidence cette créativité qui nous permet donc de nous inspirer de perceptions intuitives qui se manifestent à nous et qui nous donnent l'autorisation justement de pouvoir capter ces perceptions-là et de leur donner une forme dans le monde terrestre, donc d'être des êtres, des inventeurs, des êtres inspirés, des créateurs. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait décrire ça. Le chakra frontal va nous permettre de développer le philosophe qui est justement cet être humain qui est capable de prendre d'être un témoin de la vie et de comprendre toute chose, de comprendre la raison d'être de toute chose. Donc, d'être un grand sage, un coach intuitif, capable d'être inspiré
par la vie et est capable de comprendre ce qui est derrière les événements. C'est vraiment ça que le philosophe va permettre de développer. Et le chakra couronne, qui est le spirituel, qui va nous permettre donc justement de simplement reconnaître notre alignement avec une énergie plus vaste, plus importante, plus élevée que nous-mêmes. Et qu'on va reconnaître qu'on est simplement l'expression de cette énergie-là et qu'on va accepter l'idée de collaborer avec cette énergie-là. Donc, vous comprendrez ici que éveiller les 7 niveaux de conscience, ça signifie justement de reconnaître ces 7 réalités-là et de chercher à les développer. Et de quelle façon qu'on va chercher à les développer? Bien évidemment, dans la pratique que je propose, il y a des techniques, évidemment, énergétiques, de soins, un peu comme ce que je viens de vous décrire avec la chirurgie, la miniaturisation et le transfert d'énergie. On va simplement reconnaître que, par exemple, une technique parmi celles que je propose au niveau des chakras, la première, c'est simplement une ouverture, une fermeture du chakra. Alors, c'est un peu comme une fleur qui ouvre ses pétales, qui le referme. Alors, l'idée de ça, c'est de simplement prendre conscience que le chakra, est-ce que je suis en syntonie avec ce chakra-là? Est-ce que je suis en résonance avec ce chakra-là? Est-ce que ce chakra-là, je l'habite? Alors, simplement en faisant une ouverture, fermeture de chacun de nos chakras, ce qu'on va découvrir effectivement, c'est qu'en faisant cela, on va apprivoiser justement l'idée que chacun des chakras a un certain degré d'ouverture et de fermeture et qu'en faisant cette technique-là d'ouverture et fermeture pour chacun d'eux, je vais apprendre simplement à observer comment il réagit, le chakra en question. Il y a des chakras avec qui qu'on va constater qu'on n'est pas capable d'ouvrir. Ils vont rester comme, j'essaie d'ouvrir puis ça reste fermé. D'autres, oups, ils s'ouvrent, mais énormément. Et je la misère à les refermer. Il y a des gens avec qui ça va être plus facile. Je vais sentir que c'est plus facile. D'autres, je vais sentir des réactions, des résistances. Je vais réouvrir, fermer, mais avec beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance. Tout ça va m'amener à quoi? Mais va m'amener, évidemment, vous l'avez compris, à intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins. Chirurgie, transfert, miniaturisation, par exemple, et les techniques sur les chakras. Donc, comprenez que plus on avance dans l'enseignement, plus on avance dans l'idée de la guérison de l'être, plus on comprend quelque part que pour favoriser la guérison de l'être, on développe une multitude d'outils qui vont nous permettre de pouvoir échanger avec notre corps ou celui de notre partenaire pour parvenir justement à avoir une action de plus en plus profonde dans chacun des structures sur lesquelles qu'on va chercher à soigner. Donc, éveiller nos chakras, bien évidemment, c'est à travers ces techniques-là. Là, c'est une première technique que je vous ai proposée, qui va nous permettre justement, pour chacun des chakras, si on faisait cette technique d'ouverture et fermeture, on constaterait, si on prenait un papier, un crayon, qu'on pourrait dire, mon chakra numéro 1, j'ai senti que c'était ouvert facilement, chakra numéro 2, très difficile, troisième, c'était pas si mal, le quatrième, il s'ouvrait beaucoup trop, le cinquième, il était trop fermé, etc. Donc, vous pouvez arriver par cet simple exercice-là, avoir une idée de comment vous explorez, comment vous expérimentez ces 7 niveaux de conscience-là et parvenir donc à avoir des informations. Si vous prenez le soin de questionner les perceptions que vous avez, de les déprogrammer, de les soigner, vous pourriez parvenir progressivement à avoir une certaine somme d'informations qui vous guiderait par rapport à cet éveil des 7 niveaux de conscience. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. L'autre chose qui est importante concernant le développement de ces 7 chakras-là, c'est que moi, j'ai observé que quand on fait un travail sur, par exemple, le bâtisseur qui est relié au chakra racine, moi, je peux faire un travail sur le chakra racine, mon chakra racine ou celui de mon partenaire et travailler sur le chakra lui-même, ouverture, fermeture, etc. Mais ce que je pourrais faire également, ce que j'appelle, moi, la multiconscience thérapie, c'est que je pourrais très bien reconnaître que dans mon chakra racine, il y a un bâtisseur. Le bâtisseur pourrait, par exemple, être un être qui serait pas conscient du rythme des choses. Il voudrait toujours faire les choses trop rapidement. Il y aurait un manque de coordination dans le temps. Ça, c'est l'hyperactif. On tend vers l'hyperactivité du bâtisseur, comme on l'a vu dans la conférence précédente. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que moi, je pourrais me mettre en relation, non pas avec moi-même, mais je pourrais me mettre en relation avec l'énergie du bâtisseur hyperactif en moi. Ça voudrait dire que je pourrais travailler sur une conscience unique, individualisée, distincte de la mienne, qui s'appelle le bâtisseur hyperactif. Et là, je pourrais constater que ce bâtisseur hyperactif se présenterait à moi avec une allure qui pourrait me ressembler, par exemple. Ça pourrait avoir une représentation imaginaire qui pourrait être la mienne. Ça pourrait être une représentation imaginaire autre, mais où je verrais effectivement cette hyperactivité-là du bâtisseur. Je pourrais prendre le temps de décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, de questionner la raison d'être de cette hyperactivité-là, de faire des actions sur les chakras de ce bâtisseur hyperactif. Hein? Parce que si je parle du bâtisseur hyperactif, mais vous comprendrez que le bâtisseur hyperactif va se présenter à moi avec une structure de 7 chakras lui aussi. Ça voudrait dire que le bâtisseur hyperactif qui est en moi aurait donc, je pourrais donc faire un travail sur lui et de travailler sur ses chakras à lui.
Et je pourrais constater que le bâtisseur hyperactif qui est en moi pourrait donc avoir une perturbation dans le chakra de la gorge. Et cela pourrait m'amener, ainsi de suite, à faire une série de travail qui m'amènerait vraiment à explorer la multiconscience thérapie, qui veut donc dire que nous, en tant qu'êtres humains, on est fait de chair et d'os, mais dans notre monde subtil, nous sommes animés par une multiconscience thérapie, c'est-à-dire nous sommes multiples dans la conscience, parce que nous sommes en relation dans notre champ énergétique avec la mémoire, des mémoires qui proviennent de notre histoire personnelle, de nos ancêtres, d'autres vies. On comprend évidemment qu'on est dans un état multiple et que dans ce travail-là, on peut effectivement faire un travail multiple, justement, sur notre être, dans l'objectif, bien évidemment, de favoriser une réunification. C'est-à-dire que cette multiconscience devienne de moins en moins multiple pour qu'on soit capable, justement, d'être de plus en plus dans notre axe, de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. C'est vraiment l'objectif qu'on va se fixer en travaillant sur les chakras. L'autre étape ensuite, c'est libérer ses émotions. Alors évidemment, libérer ses émotions, c'est un travail où on va comme découvrir qu'à mesure qu'on élargit notre champ de conscience, on commence à se mettre en relation avec ce que je pourrais appeler l'univers mémoriel. L'univers mémoriel, qu'est-ce que c'est? C'est accéder à un espace où on peut, à volonté, interagir avec des mémoires de notre histoire personnelle. Je pourrais décider d'aller voir l'enfant de 8 ans que j'ai été, qui a souffert de telle façon. Je pourrais ensuite aller voir l'adolescent de 12 ans que j'ai été, qui a souffert de telle autre façon, et ainsi de suite. Et je pourrais faire un travail, évidemment, dans l'objectif de faire un travail de décodage, déprogrammation et soins pour favoriser un plus grand équilibre dans ces mémoires-là avec lesquelles je serai en interaction. Je pourrais aussi aller voir mon père, ma mère, qui sont décédés, ou je pourrais aller voir mon arrière-grand-père pour faire un travail plus particulier, car je sais qu'il y a quelque chose qui peut être en résonance avec moi là-dessus, donc je pourrais aller vérifier, puis faire un décodage, déprogrammation et soins autour de cette mémoire-là. Je pourrais évidemment aussi me raisonner avec la vie, l'univers mémoriel, donc aller voir les mémoires d'autres vies et d'aller explorer ces mémoires d'autres vies-là, de découvrir effectivement que les mémoires d'autres vies de toutes les époques depuis le début des temps sont en résonance avec moi. Je pourrais aller voir la Rome antique, la préhistoire, je pourrais ensuite aller voir d'autres époques, la Renaissance, etc. Et constater que dans chacune de ces époques-là, de l'histoire de l'humanité, je serais en résonance avec des mémoires d'autres vies qui me mettraient donc en reflet avec des expériences qui m'appartiennent et qui font que quand je fais ce travail-là de réappropriation, je dirais, de l'énergie vitale avec laquelle je suis en résonance avec ces mémoires-là, ben, je me permets de me réunifier. Et si je me réunifie, mais je renoue contact avec l'idée que je suis un être de plus en plus vertical. Je suis de moins en moins un être en résonance avec l'extérieur. Alors, tout le travail que je vais essayer de faire à travers ce travail donc que je viens de vous décrire, c'est un travail où je vais apprendre justement à me libérer d'émotions ou à libérer de résonances émotionnelles avec lesquelles je suis en interaction avec mon entourage pour renouer contact avec une forme d'alignement de plus en plus importante. Alors, cet alignement-là est vraiment fort important parce que plus je m'aligne, plus je me mets dans une position où je commence à accéder, je dirais, à ce qu'on pourrait appeler la dimension spirituelle. Parce que je me libère progressivement de tout ce qu'on pourrait appeler être la mémoire. Et cette mémoire-là, évidemment, on le sait, nous empêche d'accéder à la spiritualité réelle, puisque la spiritualité réelle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en tant qu'être humain. Je vais dire ça comme ceci, puisque on pourrait toujours dire, ah ben oui, moi je connais Jésus, je sais Bouddha, on peut rappeler des grands maîtres, pour moi, sont des archétypes. Les archétypes d'une expression la plus élevée, pourrait-on dire, de ce qu'on peut imaginer être la spiritualité. Pour nous en tant qu'être humain. Mais que si on dépasse ça, c'est-à-dire que si on déprogramme, c'est une perception que l'on a de la spiritualité, on accède à ce que je pourrais appeler l'énergie universelle pure, c'est-à-dire des niveaux de conscience plus élevés qui nous permettent vraiment de recevoir des enseignements encore plus riches, je dirais, puisqu'ils sont pas colorés par ce que la mémoire humaine en a fait. Donc, on accéderait à des niveaux de conscience plus élevés. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher dans le processus de la guérison de l'être, hein, de favoriser justement un alignement à sa nature spirituelle. Et cet alignement-là va consister justement de reconnaître que je suis un être qui est vertical et que dans cette verticalité-là, je me syntonise à la dimension spirituelle. Et qu'en me syntonisant à cette dimension spirituelle-là, évidemment, je vais créer un influx d'énergie entre la spiritualité ou l'énergie spirituelle et moi-même qui va faire que plus cet échange se fait harmonieusement, plus je suis dans une position d'alignement.
Et dans la pratique intuitive, ce qu'on observe justement, ce que moi j'ai pu observer, c'est que justement, quand une personne n'est pas capable d'avoir cet influx spirituel d'une façon harmonieuse, on va voir à ce moment-là des résistances et des manifestations prendre forme. C'est-à-dire que lorsque l'énergie spirituelle descend vers le corps de chair, bien évidemment, il va y avoir des réactions, des résistances qui vont se manifester au niveau des archétypes spirituels, il peut y avoir également des mémoires d'autres vies qui vont intervenir, qui vont empêcher le champ énergétique, l'influx spirituel de descendre vers le corps physique. Donc, on va faire des actions nous, en tant qu'intervenants, si on le fait sur soi-même ou sur un partenaire, on va déplacer notre conscience pour aller faire un travail sur ces mémoires d'autres vies-là, pour justement favoriser une libération, un équilibre, pour que l'influx spirituel puisse descendre plus facilement vers des niveaux plus denses. On va peut-être rencontrer des mémoires d'ancêtres qui vont résonner avec nous, qui vont perturber l'influx spirituel. Il peut y avoir des mémoires personnelles, de notre histoire personnelle, qui empêchent cet influx spirituel-là. Il peut y avoir des perturbations au niveau du champ énergétique concernant les organes et les systèmes qui vont empêcher cet influx spirituel de descendre jusque dans le corps physique. Donc, tout le travail va consister justement à essayer de rétablir le flux d'énergie entre le niveau spirituel et le corps physique pour qu'il y ait de plus en plus d'équilibre et d'harmonie qui peut se faire. Alors, quand on dit aligner à sa nature spirituelle, ça veut donc dire être capable d'avoir un influx spirituel qui soit le plus fluide et harmonieux possible entre la dimension spirituelle et justement notre corps terrestre. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? C'est qu'on va chercher à travailler avec des guides. Les guides vont évidemment être des intervenants, des intermédiaires. Qu'est-ce que c'est que les guides? Ce sont des expressions de la nature spirituelle qui vont se manifester à nous sous une certaine forme. La forme n'est pas importante, je dirais, parce que l'important, c'est le message qu'ils nous ont à nous donner et le travail qu'ils vont faire avec nous. Et que plus on cherche à collaborer avec eux, bien plus évidemment, on va pouvoir devenir collaborateur avec eux, c'est-à-dire qu'on n'est pas perçu comme étant moins important qu'eux, on devient quelque part des gens qui vont bénéficier de la richesse et de la connaissance de ces êtres-là pour pouvoir justement nous aider à cheminer et évoluer et voyager dans l'univers mémoriel de façon à se libérer de plus en plus de mémoire et de permettre à cette nature spirituelle-là d'être de plus en plus alignée. Alors, c'est vraiment ça l'objectif qu'on va se donner à travers cette idée d'aligner sa nature spirituelle et vous comprendrez que tout ce travail-là que je viens de vous présenter est vraiment touche toutes les dimensions de notre être. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à favoriser une guérison de l'être dans toutes ses dimensions à travers la démarche que je viens de vous proposer. Donc, c'est un objectif évidemment ultime et c'est un peu l'enseignement que moi je propose, c'est-à-dire que la structure que je viens de vous présenter, c'est vraiment de quelle façon qu'on va justement chercher à travailler sur toutes les facettes de l'être humain pour pouvoir arriver à amener justement une guérison de l'être global sur soi-même, puisque l'objectif premier, c'est de faire un travail sur soi et vers un partenaire. Est-ce qu'on va parvenir à faire ça en une journée ou en une semaine? L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est de vous donner des outils pour que vous soyez capable de pouvoir justement, à travers votre vie, de vous rapprocher le plus possible de ce qu'on pourrait appeler la guérison de l'être, afin que vous puissiez être de plus en plus en paix et en harmonie avec vous-même, afin que vous parveniez justement à favoriser cette expansion de conscience qui va vous aider justement à vous sentir plus en paix et en harmonie avec vous. Donc ça, c'était les 7 premières étapes favorisant donc la guérison de l'être. La 8e étape, c'est se réunifier. Alors, se réunifier, lors de la première conférence, je vous avais parlé de la cohérence cardiaque, entre autres, qui mettait en évidence tout ce travail au niveau du cœur. Tout le travail au niveau du cœur qui permettait justement d'amener cette notion que plus j'ouvre mon cœur, plus je me permets justement d'accueillir en moi qui je suis, d'accueillir en moi toutes les choses qui me veulent me déranger, de les amener dans mon cœur. Ça permet justement d'amener un équilibre entre le cœur et le cerveau qui favorise ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est comme un genre de rythme cardiaque qui est très harmonieux, qui est très fluide et qui va s'apparenter à des vagues. C'est-à-dire que quand on fait la mesure du rythme cardiaque, c'est ça qu'on va observer. Et on a découvert justement que la cohérence cardiaque favorisait justement le bonheur, favorisait le développement intuitif, favorisait la créativité, favorisait le bien-être, etc., etc. Donc, évidemment, se réunifier, pour moi, je vous en parle parce que se réunifier favorise certainement la cohérence cardiaque, puisqu'il y a un état d'harmonisation qui s'effectue. Il faut savoir que qu'on dit que le cœur est un deuxième cerveau. Ce deuxième cerveau, pourquoi on dit que c'est un deuxième cerveau? Parce qu'on a découvert que le cœur avait des ramifications nerveuses importantes avec le cerveau et que, évidemment, selon
ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle serait étroitement reliée avec le cœur. C'est-à-dire qu'on serait donc capable d'une intelligence plus sensible, moins intellectuelle, moins rationnelle, moins objective, là, mentalement parlant, et qui serait capable de nous transmettre des signaux dans notre corps qui nous amèneraient à prendre des bonnes décisions sans qu'on puisse les expliquer rationnellement parlant, par exemple. Donc, l'idée de se réunifier, certainement que la force de l'amour qui se trouve dans notre cœur est fondamentale. La notion du pardon, être capable de pouvoir justement constater, comme vous l'avez parlé lors de la première conférence, de pouvoir imaginer qu'on peut s'accueillir. Hein, s'accueillir, c'est quoi? C'est un acte d'amour. Si je prends dans mes bras quelqu'un et que je l'amène dans mon cœur, cette personne-là, si elle se laisse faire, ben ça veut donc dire qu'elle reçoit l'amour que je lui donne. Alors, si je prends mon genou et que je cherche à l'amener à mon cœur avec mes mains énergétiques et je constate que mon cœur résiste, mon genou résiste à l'amour que je vais lui donner, ben je comprends ici que cet amour-là, hein, quelque part, n'est pas bien reçu par mon genou. Alors évidemment, pourquoi mon genou refuse cet amour-là? Ben, je vais prendre le temps donc de mettre de la lumière dessus, description, questionnement, déprogrammation, hein, et soins pour favoriser évidemment que mon genou soit capable d'accepter cette notion d'accueil. Pour moi, l'accueil, c'est que quand je suis capable d'amener mon genou dans mon cœur, ben, je suis capable de lui dire que je l'aime. Je suis capable de lui dire que j'ai le souhait, le désir de lui demander pardon, d'avoir peut-être pas été à la hauteur, de ne pas avoir su lui donner ce qu'il avait besoin, etc. Je suis capable donc d'effectuer un travail qui va faire que ces énergies qui sont perturbées dans mon propre champ vont être de plus en plus dans un processus d'harmonie avec mon être. Et que plus je suis en harmonie avec mon être, bien plus évidemment, mes énergies sont de moins en moins perturbées, de moins en moins dissociées, et je suis de plus en plus dans une position d'alignement. Et c'est ça qu'on va rechercher tout au long du processus de la guérison de l'être, et c'est pourquoi que cette étape de se réunifier est fort importante, puisqu'elle va nous permettre justement de favoriser cette position d'alignement fondamental qui va faire qu'on va être de moins en moins dans un processus de résonance avec l'extérieur, puis on va être de moins en moins dans un processus de dissociation aussi avec des blessures et des perturbations que l'on a vécues dans notre passé. On va être de plus en plus en paix avec nous-mêmes et c'est vraiment ça qui va permettre à la guérison de l'être de devenir de plus en plus permanente. C'est-à-dire qu'on va être de moins en moins obligé de toujours refaire un travail. C'est-à-dire qu'on va constater que le travail que l'on effectue a vraiment une incidence à long terme sur notre propre champ énergétique et qui va nous permettre donc de nous stabiliser dans notre structure. Alors ça, c'est quand même pas rien, c'est quand même quelque chose de fort intéressant. L'étape, la 9e étape dans la guérison de l'être, c'est ce que j'appelle l'intégration. L'intégration, ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce gros travail sur moi-même, parlons d'un travail personnel. J'ai fait un gros travail personnel sur moi-même, j'ai travaillé sur mes mémoires, j'ai travaillé très fort dans mon propre champ énergétique, dans ma propre structure. Inévitablement, un jour ou l'autre, ce travail que j'ai fait sur moi, dans mon intérieur, doit apparaître dans mon extérieur. C'est-à-dire que je dois inévitablement assumer cette transformation-là dans mon être intérieur, dans mon être extérieur, je dirais. C'est-à-dire que le champ énergétique va se transformer et que parce que le champ énergétique va se transformer, je vais donc devoir assumer à quelque part cette transformation-là et m'incarner dans le monde terrestre en assumant le changement que j'ai atteint. Quand je vous parle de ça, ça me fait penser à la loi de l'attraction, pour la simple raison que si mon champ énergétique émane quelque chose de différent dans le monde extérieur, ça veut donc dire que la vie va me transmettre, va me donner des signaux différents que ceux que j'ai eus jusqu'à maintenant. Parce que si j'ai donc fait et réussi à intégrer le changement dans mon propre champ énergétique, ça veut donc dire que la loi de l'attraction va se mettre en place et elle va simplement me transmettre de nouveaux signaux qui vont m'informer que je suis quelqu'un de différent et que les gens que je vais côtoyer, les situations que je vais côtoyer vont m'amener vers une transformation, vont m'indiquer que je suis effectivement dans une transformation de l'être. Et cette transformation de l'être va me permettre, hors de tout doute, hein, de constater que j'ai effectivement intégré ce changement-là. Je vous parle de ça parce qu'évidemment, il y a quelquefois des gens qui font un travail très fort dans leur intérieur, mais ne sont pas capables de l'assumer dans le monde extérieur. Parce que l'assumer dans le monde extérieur, ça implique inévitablement qu'on ait un impact sur l'extérieur. Et cet extérieur-là, on le craint quelquefois. Et je pense à un contexte de couple. Par exemple, ben moi, j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai pris conscience de beaucoup de transformations que j'ai faites en moi, mais la personne qui est à côté de moi, qui est mon mari ou ma compagne, n'a pas fait ce travail-là. Donc, je me sens mal à assumer, à quelque part, la transformation qui est en moi, parce que si je l'assume, il y a inévitablement un impact que ça va générer sur mon partenaire ou sur mon entourage, et je vais devoir, finalement, devoir
actualiser ce changement-là qui est en moi et j'en ai peur, que je ne veux pas perdre la personne qui est devant moi, etc. Donc, moi, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est que l'intégration du changement n'est pas une obligation dans l'immédiat, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on apprivoise, qu'on intègre et qu'à mesure qu'on intègre ce changement-là, inévitablement, la loi de l'attraction va se mettre en place. Il faut se le rappeler. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne veux pas perdre ma compagne ou mon compagnon, je fais plein d'efforts pour ne pas le perdre et même si j'ai fait de gros changements dedans de moi, même si je vous reconnais que mon compagnon, ma compagne, on n'est plus sur la même longueur d'onde, je vais faire plein d'efforts pour préserver la relation parce qu'émotivement parlant, je suis encore très lié à cette personne-là. Mais la loi d'attraction va m'amener inévitablement à me confronter à devoir constater est-ce que moi, je suis vraiment capable de continuer à préserver cette relation-là, considérant que plus je vais progresser et évoluer, plus je vais me retrouver dans une position où je m'en vais dans une voie qui est particulière. Et la personne qui est devant moi, bien évidemment, cette personne-là ne sera peut-être pas capable de suivre ce chemin-là. Donc, inévitablement, la loi de l'attraction va me mettre en évidence, sans doute, ce genre de dualité, ce genre de situation-là. Ce qui ne veut pas dire que je vais devoir, finalement, contre mon gré, faire des changements, mais ça veut simplement dire que si je suis en harmonie avec la vie qui est en moi, je vais constater que je suis rendu à une étape de ma vie où j'ai des choix à faire, où j'ai une route à prendre, et peut-être que les gens qui sont autour de moi ne sont pas obligés de prendre cette route-là, et je vais peut-être trouver des solutions pour prendre le chemin qui le vient, tout en reconnaissant le chemin de l'autre. Mais c'est certain qu'il va falloir que je m'ajuste à tout ça. Et c'est ça qui va m'amener justement à l'intégration du changement dans ma propre vie. Et je pense que la loi d'attraction est une belle façon de nous rappeler quelque part que même si on ne voulait pas changer, on change de toute façon. Et la loi d'attraction nous confronte à ça souvent. Si on ne comprend rien, qu'est-ce qu'elle va faire, la loi d'attraction? Elle va nous répéter, 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 répéter les mêmes expériences. On va revivre les mêmes choses, toujours, 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 tant longtemps qu'on ne sera pas capable justement de se libérer quelque part du connu, de la programmation. Donc, la loi de l'attraction, elle est bien faite dans ce sens-là. Elle nous oblige justement à reconnaître qu'il y a des événements qu'on n'a pas encore bien travaillé en soi et ils vont nous inviter justement à effectuer ce travail pour dénouer ces tensions-là et nous permettre justement de commencer à élargir notre champ de conscience vers une nouvelle réalité, une nouvelle expérience de vie. Alors, je pense que c'est là que ça peut être devenir intéressant, évidemment, d'être attentif à cette notion de l'intégration du changement, en tenant compte évidemment de la loi de l'attraction qui nous enseigne des choses. Alors, on peut très bien se dire, ah ben moi j'ai fait un gros changement sur moi, mais je ne comprends pas, la vie est en train de me ramener toujours la même chose. C'est peut-être que justement, la vie te ramène toujours la même chose parce que ce travail que tu dis avoir fait n'a pas été intégré, c'est-à-dire que tu n'as pas encore assumé le changement. Je donne un exemple. Si je crois être, je reconnais que j'ai changé et que je ne suis plus une victime, mais que toute ma vie j'ai accepté qu'on me domine et que là, la loi de l'attraction m'envoie des gens qui me dominent, mais si j'accepte d'être dominé par ces gens-là, puis me dire, ben, je comprends pas, la vie m'envoie encore ça, puis je dois encore subir ça, je comprends pas, ben, je dois peut-être comprendre que je dois arrêter de le subir, je dois arrêter de l'endurer. Je dois m'assumer. Et m'assumer, c'est me retrouver ma position verticale et dire non, je n'accepte plus ça. Je vais donc prendre des directions, des voies, des chemins qui vont m'amener à m'éloigner de ce genre de situation, d'expérience-là, parce que ça ne me convient plus. Alors, vous comprenez évidemment que la loi d'attraction implique aussi que nous-mêmes, en tant qu'individus, on soit capable de se retrouver dans une position de verticalité et d'assumer le changement. Et ce changement-là, évidemment, exige de notre part à nous une grande maturité et que la guérison de l'être, en quelque part, c'est certainement un grand travail pour devenir un adulte, homme, femme, et d'apprendre justement à assumer la transformation qu'on a en soi, de façon à être capable de poser un regard sur ce que nous sommes. Et regarder ce que nous sommes, c'est ne plus regarder ce que nous avons été, mais de reconnaître ce que nous sommes devenus et de l'assumer et de l'accueillir et de nous dire, ben voilà, j'ai plus envie, moi, de suivre certains types de voies ou de chemins qui ne me conviennent plus. Alors, c'est là qu'on commence justement à entreprendre une autre voie, un autre chemin qui va être en harmonie davantage avec notre expérience. Et c'est évident que toutes les étapes que je vous ai proposées aujourd'hui avaient pour objectif de vraiment faire un travail vraiment très, très riche et très global sur la transformation de l'être. Être capable donc de déprogrammer la mémoire, de pouvoir justement faire un travail sur l'énergétique, les chakras, l'aspect psychique, l'aspect spirituel, pour être en mesure de pouvoir comprendre que nous sommes des êtres véritablement créateurs qui peuvent véritablement voyager dans ces univers-là pour accéder à une conscience de plus en plus riche et intéressante, ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, qui favorise la transformation parce que plus je suis capable de me rendre conscient de cette pleine conscience intuitive-là, plus je suis capable justement de reconnaître
que ma vie est en mouvement et que ce mouvement-là amène des transformations et cette transformation m'amène vers des éveils, donc des prises de conscience, des mises en lumière de qui je suis et de ce qui se passe autour de moi. Ce qui me permet donc d'être capable de mieux gérer ma vie de plus en plus efficacement aussi. Alors c'est ça un peu le voyage que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et évidemment, si ça vous dit, évidemment, vous pourriez me témoigner, me partager en fin de compte un petit message sur qu'est-ce qui vous allumez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allumez par rapport à ces 9 étapes-là. Quelle est l'étape sur laquelle vous avez peut-être le plus de difficultés? Quelle étape où est-ce que vous êtes rendu? Ce serait peut-être des questions intéressantes. Peut-être l'étape où vous avez le plus de difficultés justement à reconnaître dans ces 9 étapes-là, favorisant la guérison de l'être? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez un apprentissage à faire dans chacune de ces 9 étapes-là? Puisque ces 9 étapes-là, quelque part, sont des étapes dans lesquelles on apprend justement à reconnaître que dans le monde subtil, nous pouvons avoir une action sur la matière. Et souvent, dans la démarche psychothérapeutique classique, on va évidemment faire une démarche donc de psychologie, hein, dans le sens qu'on va passer par des voies plus classiques. Alors dans ce cas-ci, c'est une voie que je vous propose, qui est une voie évidemment dans laquelle on apprend à voyager dans cet univers plus subtil pour faire un travail tant sur la dimension énergétique, psychologique que spirituelle. C'était un peu l'objectif. Et on a vu aussi, donc, avec le cœur, aussi les vertus du cœur, qui sont très importantes dans tout le travail de guérison, qu'on va apprendre évidemment amplement à explorer, expérimenter tout au long de l'enseignement que je vous proposais et qui sera proposé évidemment dans le cadre des formations que je vais vous présenter éventuellement. Donc voilà, c'était en quelque sorte donc cette troisième conférence. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez donner évidemment un petit mot sur votre appréciation de la conférence. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez envie de me partager à quelque part ce que vous avez reconnu hein, comme étant l'étape la plus difficile pour vous à acquérir, ou est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement de vie, posez-moi aussi des questions si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Je tâcherai évidemment d'y répondre le plus rapidement possible afin que vous puissiez donc avoir des réponses personnelles sur chacune des difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez dans votre vie concernant ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette troisième conférence. Donc, la quatrième conférence qui va suivre, c'est une conférence qui n'est pas donnée par moi, c'est Josée Sylvestre qui va vous la donner. Josée est une experte en Kriya Yoga, c'est une personne qui est également une coach, qui travaille tant sur la dimension personnelle, professionnelle que spirituelle, donc dans divers milieux, qui soient donc plus personnels, dans des milieux plus professionnels et spirituels. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment exploré toutes les voies possibles, je pourrais dire, du coaching. Et évidemment, qui a donc une formation très solide en Kriya Yoga. Et elle va vous proposer un enseignement sur les techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi. Et la conférence va donc vous présenter en quelque sorte ces éléments-là qui sont fondamentaux. Ils sont devenus fondamentaux pour moi parce que quand j'ai commencé, il y a plusieurs années, il y a plus de 25 ans, l'enseignement de la guérison qui m'était donné est un enseignement qui tuait beaucoup d'aspects, mais évidemment, j'ai négligé sans doute, parce qu'on ne m'a pas transmis clairement un enseignement à cette direction-là, et j'ai pas senti besoin, parce que j'ai une grande facilité au niveau intuitif, au niveau énergétique, donc j'ai jamais ressenti trop le besoin de faire un travail, par exemple sur le yoga, un travail sur la respiration, un travail sur la méditation. Il y en était question, mais sans qu'on aille très fort, très à fond là-dedans. Et puis, quand j'ai rencontré Josée, j'ai pu constater combien elle avait une connaissance. C'est un peu normal, hein, parce que le Kriya Yoga, c'est une tradition millénaire qui a énormément donc de traditions et cet enseignement-là a été créé par des gens qui avaient un grand savoir, une grande maîtrise. Hein. Puis je pense que si ça s'est demeuré vivant à travers les années, les centaines d'années, les milliers d'années, c'est parce que justement, il y avait une très grande richesse, une très grande connaissance à travers cela. Et Josée a la chance donc d'être une personne qui a une facilité de communication, donc elle va pouvoir vraiment vous expliquer de quelle façon que ces différentes techniques, la méditation, la respiration, le yoga intuitif, peut justement vous aider à pouvoir, d'une part, favoriser le développement de l'intuition, parce qu'on va voir effectivement que ces trois volets-là ont une capacité donc de développer l'intuition. L'autre aspect qu'on va découvrir également, c'est que la guérison de l'être, ces volets-là peuvent favoriser la guérison de l'être. Et puis évidemment, elles peuvent nous aider à la réalisation du soi, c'est-à-dire à nous réaliser en tant qu'être humain. Alors, je pense que c'est un volet qui était fort important, que moi j'ai senti qu'il m'a manqué pendant plusieurs années, parce que, bon, j'ai pas
c'est pas quelque chose qui m'a été appelé. J'avais peut-être un peu d'appréhension par rapport à la tradition qui est autour de ça. J'avais et j'ai constaté avec le temps que c'était quelque chose de très important et José m'a bien aussi, c'est bien le transmettre, donc vous allez, je pense, bien comprendre le sens de tout ça et voir de quelle façon que la guérison de l'être, qu'est-ce qui manque à partir de tout ce que je vous ai dit, c'est certainement le corps, hein, de quelle façon qu'avec le corps physique, on peut travailler avec lui pour favoriser justement dans le mouvement, en quelque part, davantage d'expression énergétique, je pourrais dire ça comme ceci. Donc, certainement que le yoga intuitif et le mouvement libérateur, puisque José va vous proposer un yoga intuitif, mais aussi des mouvements libérateurs qui ne sont pas nécessairement inspirés du yoga classique. Hein. Donc, d'apprendre à se mouvoir sans son corps pour être à l'écoute de nos perceptions intuitives, être capable de nous libérer justement en étant à l'écoute des mouvements qui sont appropriés pour ces changements-là. Je pense que c'est quelque chose de fort intéressant. La respiration, qui évidemment est pratiquée depuis des millénaires et qui met en évidence évidemment que ça permet d'augmenter le tonus énergétique, entre autres. Donc, elle pourra vous en parler. Évidemment, ça touche aussi à la cohérence cardiaque, elle va vous en parler aussi. Puis la méditation, évidemment, les différentes voies de la méditation qui permettent justement de s'ajuster. Chaque méditation a une capacité de permettre à chaque individu de pouvoir justement faire une méditation qui leur sont propres. Alors, il y a des gens qui ne sont pas attirés par un certain type de méditation, ils sont attirés par d'autres. Alors, tout ça va vous permettre de découvrir un petit peu toutes les richesses de ces enseignements-là et de quelle façon que vous pouvez apprendre justement à augmenter votre taux vibratoire, à vous permettre justement d'être mieux dans votre corps, d'être plus en harmonie avec votre être, de plus sentir la circulation énergétique en vous. Alors, c'est tous des moyens, effectivement, qui vont favoriser aussi donc la guérison de l'être. Donc, je vous dirais d'une certaine façon que la prochaine conférence va être en quelque sorte une suite à celle que je viens de vous proposer. En plus de ça, ben, elle va vous proposer justement des outils pour favoriser la réalisation du soi, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire pour cette 4e conférence-là que vous allez recevoir donc très bientôt. Alors, je vous remercie d'avoir donc assisté à cette conférence-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à émettre des commentaires sur tout ce que vous voulez et bien évidemment sur comme je disais tout à l'heure, si vous avez envie de partager la difficulté, quelle est la difficulté que vous percevez, vous, dans cette notion de guérison de l'être, quel est le thème sur lequel vous avez discuté plus particulièrement à approfondir pour pouvoir justement permettre à votre être de pouvoir justement s'épanouir. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à communiquer avec moi par des commentaires, puis je tâcherai de vous répondre très rapidement. Alors voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir pris soin de m'écouter jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.